Bonjour, bienvenue à l'épisode 17 d'OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Mathieu Lirette-Gélina, qui est ingénieur de formation et analyste de données chez Maverick Analytics. Donc, pour cet épisode, on a beaucoup parlé finalement de l'industrialisation 4.0, puis comment il a parti son parcours. Mathieu a parti son parcours d'un bac en ingénieur électrique à finalement faire de l'analyse de données pour IBM et ensuite partir sa compagnie d'analyse de données. C'était vraiment intéressant de parler finalement de même. Moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup qui est l'industrialisation 4.0, comment finalement amener les entreprises à se moderniser pour cette nouvelle ère de révolution industrielle. Vraiment, vraiment intéressant. On a beaucoup aussi parlé un peu de tous les différents mandats qu'il fait, puis de comment finalement il voit ses activités au travers des entreprises. Vraiment, vraiment très intéressant. Je vais vous inviter à regarder aussi là, qu'est-ce qu'il fait. Il fait beaucoup de présentations, de formations aussi. Moi, on a beaucoup parlé. Là, finalement, c'est quelqu'un qui m'a recommandé de parler avec lui. Puis, vraiment, vraiment intéressant. Si vous avez d'autres questions, vous voulez voir qu'est-ce qu'il fait, je vous invite à aller voir son LinkedIn directement, Mathieu Lirette-Gélina. Puis, sinon, j'aimerais remercier mes commanditaires, donc le SPLA, l'Allier, l'Agile et Dotlayer. Encore une fois, j'invite à venir voir notre travail qu'on fait là, sur le blog qui est dotlayer.org, on tente là, finalement de créer une communauté autour du machine learning puis de l'analyse des données. Donc, on essaie de mettre des articles finalement qu'on écrit ou des gens sont prêts à écrire pour parler un peu qu'est-ce qu'on fait puis démocratiser un peu tout cet univers-là. Donc, si vous avez d'autres recommandations, des choses, je n'hésitez pas à m'écrire. Puis sinon, je souhaite une bonne écoute. Mais parle-nous un peu de ton parcours, là, comment tu as commencé finalement pour arriver à faire du AI? Ben, en fait, moi, je suis ingénieur de formation. Alors, quand j'étais au étudiant au cégep, je ne savais pas exactement dans quoi m'embarquer. J'avais fait sciences de la nature un peu comme tout le monde, parce qu'on dit on va voir ce qui va se passer. Quand t'es bon en maths, c'est ça que tu fais finalement? Genre, exactement. Alors, de fil en aiguille, j'ai décidé de m'inscrire en génie électrique à l'université. J'ai fait mon bac à Sherbrooke. Et puis, à travers les stages, le programme de stage, j'ai eu la chance de toucher un petit peu à ça, au côté statistique. Moi, j'ai toujours un petit peu aimé les mathématiques, la statistique en particulier. Comment on fait pour jouer dans l'incertitude, finalement, la science la science de la non-science, ou la science de l'incertitude. Ouais. Et puis... C'était-tu l'affaire avec la voix? Non. J'ai vu ça que tu as fait un stage finalement en traitement de la voix. Ah oui, ok, d'accord. Ça, c'était en détection. Ah, c'est ça, détection de la voix, là. En détection de phonèmes, en détection de numéro de téléphone. Donc, c'est de traduire, quand par exemple, à l'époque, parce qu'on se reporte à un point de 2006 à peu près une douzaine d'années, il y avait du développement intensif sur être capable de faire la reconnaissance de numéro de téléphone, par exemple, quand je fais juste dicter le numéro de téléphone. Okay. Alors, je travaillais pour une compagnie japonaise à l'époque, à travers un stage. Je suis allé au Japon, j'ai eu cette chance-là. Ouh, c'est cool ça. Et puis, on a développé des modèles de reconnaissance vocale. OK. Mais c'est pas la même chose que tu parlais que tu faisais des stats. Là. Non, exact. Ça, c'est ça. Ça, c'est à la fin de mon bac. Je suis allé au Japon, mais en premier, j'ai fait des stages chez IBM, une usine manufacturière de microprocesseurs à Bromont, où est-ce que le travail consistait à utiliser tout l'ensemble des données qu'il y avait sur l'ensemble de la production pour trouver des façons d'améliorer la qualité de la production, de trouver la nature des problèmes le plus rapidement possible à travers les corrélations qu'on peut voir. Okay. Si, admettons, on voit que dans telle condition environnementale, sur tel type de machine, avec tel type de personne, c'est là qu'on a un problème potentiel. Mais avec le machine learning, on était plus facilement capable d'identifier ces choses-là que par l'essai-erreur ou par... Ça coûte moins cher aussi. Oui, c'est ça. Tu scrapes 10 000 oui, exactement. Mais c'est surtout le temps. Parce que quand ça ne fonctionne pas, puis que le client attend après ses pièces, puis tape du pied, c'est extrêmement important de régler le problème le plus rapidement possible. Alors, on venait accélérer beaucoup la résolution de problèmes à travers le machine learning dans un milieu industriel comme celui-là. Okay. Fait que j'ai fait un stage et à la fin de mon bac, ça m'a amené à travailler à cet endroit-là. J'ai commencé ma carrière chez IBM à partir de 2008. J'ai travaillé 8 ans chez IBM et à ne faire que ça. Il y avait assez de data pour être capable de faire ça pendant 8 ans.
Mais je savais pas qu'il avait commencé aussi tôt à s'intéresser finalement aux machines learning. On est quand même vraiment Absolument. on est les premiers qui ont fait ça. Écoute, moi j'appelais pas ça du machine learning, on appelait ça plus de l'analytique ou l'analyse. Ouais, c'est ça, c'était beaucoup plus à l'époque. Puis on s'entend, c'est des techniques, bien souvent, qui sont considérées comme traditionnelles, quelque chose qu'on verrait en méthode quantitative, par exemple, faire de la régression linéaire ou de la régression logistique. Ça fait partie un peu du cursus qu'on peut voir dans plein de cours à l'université. Alors on faisait ça, puis on amenait, vu qu'on avait la chance de faire ça à tous les jours, d'une certaine façon, ben, ça veut dire que tu ne perds pas nécessairement la main comme un ingénieur de production, lui, qui va le faire une fois par année, parce qu'il y a un problème à régler, ben, à chaque fois qu'il se remet dedans, il est un peu comme là, je suis un peu rouillé, je vais te remettre dedans. Fait que ce qui fait en sorte que les industriels, quand ils ont un certain volume, ont avantage à déléguer toute cette portion-là à une personne qui va devenir de plus en plus meilleure à faire que ça, à faire de l'analyse de données pour mieux comprendre ce qui se passe. Puis ils étaient combien en fait dans ce département-là, à ce moment-là? Il y avait moi, j'avais un mathématicien senior qui travaille avec moi, qui travaille avec moi aujourd'hui même, que tu as recruté. On pourra, exactement, on pourra s'en reparler tantôt. Mais et j'étais aussi dans une équipe où il y avait des analystes, des gens qui m'aidaient aussi à aller extraire de la donnée, à comprendre la donnée. On travaillait beaucoup aussi avec le département de l'assurance qualité et les départements de recherche et développement également pendant tout ce temps-là. OK. Ils ont encore ça en place à Beaumont? Oui. Okay. Ils ont des équipes sur place qui font ça actuellement. Très cool. Puis mettons, où est-ce que tu as appris beaucoup la théorie? Parce que je pense pas qu'en bac en électricité, c'est ça que vous apprenez. Non, pas tout à fait. On a un cours de stats à l'université, mais ça s'arrête là. C'est ça, c'est pour le reste, simple, je pense. Pour le reste, c'est sur le top. Tu dis, OK, en côtoyant des gens, en côtoyant des mathématiciens, par exemple, ben, ça te permet d'apprendre. Il y a énormément de ressources online aujourd'hui. C'était peut-être pas autant le cas il y a 12 ans, mais aujourd'hui, tu peux quasiment faire un cours complet online. Là. La seule difficulté, c'est que quand tu vas online, tu n'as pas nécessairement un cas concret sur lequel travailler. C'est des exemples souvent épurés qui sont pas... des données propres, puis qui sont... C'est ça. Pas très bien. Puis finalement, tu arrives à la réalité, puis ça marche plus de même. Puis non, c'est ça, j'ai eu la chance aussi de me promener dans plusieurs formations chez IBM. IBM, en passant, je ne sais pas si tu sais, mais détient un logiciel qui s'appelle SPSS Statistique et Modeler. Ils ont acheté ce logiciel-là en 2009 et on avait la chance de pouvoir s'en servir. Alors, je me suis surtout fait la main sur ces logiciels-là, les logiciels commerciaux d'analyse de données et d'apprentissage machine qu'IBM détenait à ce moment-là. OK. Tu utilises-tu encore ces systèmes-là? Ouais. Tu as pensé? OK. Ouais. Ça évolue beaucoup, par contre. Il faudra voir dans l'écosystème, il y a beaucoup d'outils. L'open source prend de plus en plus de place. Puis on se questionne de plus en plus sur est-ce que ça vaut la peine de payer si cher pour un logiciel alors que tu peux pas mal tout faire open source aujourd'hui. Oui, exactement. C'est un gros questionnement. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent dans l'industrie aussi. Des gens qui investissent dans l'open source plutôt que dans des plateformes payantes comme avec Microsoft, Amazon, IBM. OK. Des gens vraiment qui disent regarde, je donne 10 000 pour ce projet-là pour qu'il continue à se développer, mais je veux finalement racheter telle feature, c'est ça que tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que IBM SPSS Modeler en ce moment coûte environ, puis sous toute réserve, là, je veux pas, évidemment les prix peuvent changer, mais ça va coûter à peu près 4 à 5 000 $ par année par personne. OK? Fait que quand tu penses que tu peux faire approximativement la même chose avec du Python ou avec du R pour à peu près zéro frais, faut que tu comptes, OK, peut-être que oui, ça va être un peu plus long parce que c'est de la programmation, c'est pas une interface graphique, mais ça va-tu être si plus long que ça? Ça vaut-tu 4 000 $ par Ça année? Ça vaut-tu, compte-les en heures, là? Ouais, ça dépend de ton taux horaire. Compte ton taux horaire. C'est 40 $, c'est quand même 100 heures. C'est 40 $ par heure. C'est quand même beaucoup. Tu vas-tu vraiment, tu sais, c'est ça. Alors que, tu sais, puis on s'entend, je sais pas si tu fais de la programmation en Python, mais un coup que tu as compris les bases, tu sais, oui, un learning curve au début, après ça, tu
peux être de plus en plus efficace. Là. Ouais, Avec le temps, quand tu t'es développé un code base, etc. Exact, c'est ça. Puis il y a de plus en plus de frameworks qui se développent, puis la communauté est très active dessus. Ouais. Tu sais, juste moi, quand j'ai commencé, il y a 1 an, ça fait pas longtemps, quand je faisais justement souvent du deep, je codais mes propres affaires un peu, puis il y avait des librairies qu'on avait codées à l'interne du département, puis il y en a un qui a fait un framework autour pour faire les méthodes d'entraînement, puis maintenant, ça prend 40 lignes, mais je le fais en 4-5 lignes. Ben ouais, c'est ça. Fait que c'est super facile, il y a plein de choses automatisées dans le framework, mais je pense que c'est un petit peu plus facile quand tu sais pas faire la programmation, justement. Ça répond à un besoin, un type de besoin. Tout à fait. Je verrais mal des fois quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup la programmation, qui ne veut pas l'apprendre, de se faire forcer à faire ça. Mais c'est ça, comme j'ai dit, ça Ouais. a besoin. L'analogie que je pourrais prendre, c'est que c'est une béquille. Il y a des gens qui ont besoin d'une béquille, puis c'est correct, mais ça reste une béquille. Puis tu pourrais potentiellement aller plus loin sans cette béquille-là. C'est comme ça que je le vois, d'une certaine façon. Oui, je comprends, je suis effectivement d'accord. Mais puis au niveau de la flexibilité des choses qui permettent de faire, est-ce que c'est quand même assez important ou c'est assez rigide? Quand même. Okay. On parle des logiciels commerciaux, tu sais? Oui, exactement, c'est ça. Ben, c'est sûr que tu es limité un peu dans les features qui sont implémentées. Okay. Fait que si, mettons, il y a tel algo que tu aimerais essayer, qui n'est pas là, ben ok. Souvent, tu as des plugins, là, mais ça... Oui, c'est ça, il y a des plugins finalement que tu peux rajouter qui sont payants, j'imagine, puis tu peux... pas nécessairement, des fois c'est des plugins Python ou des plugins en R que tu peux amener dans tes logiciels. C'est genre quelqu'un développé finalement. Mais tu sais, dans le fond, ça, c'est ce qu'on en discute là, mais je serais bien mal à l'aise de donner un peu des cues là-dessus parce que ça change tellement rapidement. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui évolue quand même assez rapidement. Là. Puis au niveau de ce que tu faisais là-bas, mettons, là, est-ce que le département a vraiment augmenté ou c'est quelque chose qui reste assez stable? Ou les mandats ont-ils beaucoup évolué ou c'est, mettons, ce que ça tu faisais? évolue, c'est sûr. C'est sûr, tu commences pas gros, puis là, ben, tranquillement, pas vite, les gens apprécient ce type de service-là à l'interne. C'est un peu un service à l'interne que tu offres à différents départements. Puis oui, au fil du temps, c'est un besoin qui a grandi. Aujourd'hui, ils sont probablement, sous toute réserve, encore une fois, sont une équipe probablement d'environ une dizaine qui travaille là-dessus. Très cool. Puis, est-ce que, ben finalement, tu es parti à ton compte par la suite. À quel moment tu es parti? 2016. 2016, ok. Ouais. Puis, ça a été quoi les motivations, mettons? Moi, écoute, bien sûr. Moi, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un bac avant de rentrer chez IBM. J'ai fait une maîtrise après ça à temps partiel. Puis, au fil de la maîtrise, j'ai développé un goût pour l'entrepreneuriat. Okay. Que moi, mon père et mon grand-père et mon arrière-grand-père ont tous été des entrepreneurs. Toujours quelque chose qui m'a intéressé. Puis en ayant des cours sur le sujet, puis en testant différentes choses, j'ai eu le goût de faire ça. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur c'était un plan d'affaires, dans le fond. Okay. Pour voir c'est quoi qui serait possible. Mon mémoire de maîtrise, c'était de savoir est-ce que ça se pourrait de développer quelque chose de one size fits all, une espèce de modèle de prédiction de défaillance d'équipement. Okay. Fait que j'ai tenté le terrain, j'ai fait beaucoup d'appels, j'ai travaillé avec des compagnies pour me rendre compte que finalement, les situations sont tellement uniques d'une place à l'autre que c'était pas nécessairement quelque chose de possible en tant que tel. Puis que ce qui avait de la valeur, c'est surtout les services. Donc, comment tu accompagnes, un peu comme on le faisait finalement chez IBM à l'interne. Donc, offrir des services aux différents départements pour les amener à mieux comprendre leur data, à mieux voir venir les choses si on rentre dans le prédictif. Alors, on a fait des projets super cool au niveau de la prédiction, de diagnostic, de défectuosité. On était capable de savoir quelle est la pièce qui est là. J'ai pas besoin d'envoyer au laboratoire, je sais exactement pourquoi elle ne fonctionne pas, parce que les patterns des données étaient reliés avec tel genre de. C'est ça, exactement. C'est comme un médecin finalement, des fois il commence, je suis pas mal certain que c'est ça. Ça, la fièvre, c'est tel symptôme, ça doit être ça. Pas mal certain que c'est ça. Mais tu sais, il y a une petite fraction, tu peux te tromper, mais pour la globalité, t'es comme, je pense que c'est pas mal ça. Si tu te trompes une petite fraction du temps, c'est peut-être pas grave. Considérant tout ce que tu sauves en temps. Exactement, c'est ça. Il faut tout le temps faire la balance entre les deux. C'est un coût ratio. Un retour sur l'investissement. C'est exactement que tu comptes ce que ça te coûte, ce que ça t'a rapporté, puis voilà. Puis donc,
dans l'entreprise que j'ai fondée, Maverick Analytics, en 2016, ce que je voulais faire, c'est d'offrir ce service-là à la PME québécoise. Donc, un peu comme on le faisait à l'interne, moi j'avais le goût d'embarquer dans ce mouvement-là, d'aider l'ensemble des entreprises au Québec qui font tourner l'économie, de mieux comprendre leurs data. Parce qu'il y en a tellement qui ont des données et ne savent pas quoi en faire. Ouais, mais justement, mettons, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, parce que je pense qu'ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mm-hmm. C'est quoi, mettons, l'approche classique que tu utilises pour dire, ben là, OK, on va essayer comment on va valoriser tes données? Mm. Ben, ça peut être justement dans l'amélioration de qualité. Dire, ça vous arrive-tu chez vous d'avoir des problèmes de qualité, vous ne savez pas pourquoi? Des problèmes récurrents, un peu comme tu sais, ton auto, quand elle va mal, mais elle va bien quand tu arrives au garage. Ouais. J'aurais pas dû t'avoir le sang. C'est ça. Tu sais, puis, étant donné que dans un contexte manufacturier, il y a tellement de plus en plus de prises de données un peu partout, des capteurs, l'Internet des objets, fait en sorte que tu as des données sur les conditions environnementales, tu as des données sur les opérations des machines, tu as des données sur les gens qui les opèrent, tu as des données sur les matières premières qui rentrent dans la machinerie. Et ça, tu peux créer des modèles pour voir, OK, qu'est-ce qui explique une non-qualité, qu'est-ce qui explique une défaillance. Okay. Puis aider ces gens-là. Moi, j'ai un de mes premiers clients, il avait des problèmes de qualité depuis 5 ans, puis il ne savait pas pourquoi. Puis ça se dégradait, puis il était sur le bord d'être obligé de lâcher ça parce que son client ne voulait plus accepter ses produits. Fait que eux autres, avec les moyens qu'ils avaient, ont toujours essayé de trouver, de chercher la cause avec des fichiers Excel, avec l'analyse un petit peu. Ce qui est à la portée. À la bonne franquette, là. Et puis finalement, moi, on est arrivé avec nos moyens en machine learning. Puis, regardez, avez-vous remarqué que telle combinaison de facteurs fait en sorte que vous avez plus souvent des problèmes dans ces choses-là? Ah oui, ok. Puis ça a carrément relancé les efforts d'R&D. Nous autres, on ne va pas nécessairement identifier la cause. On n'a pas cette expertise. Moi, je ne suis pas un chimiste, je ne suis pas un mécanicien, je ne suis pas mais je peux amener ces indices-là, c'est des choses qu'on voit dans les données, puis quand on amène ça au bon expert, lui va être capable de dire « Ah, ok, c'est vrai, le facteur d'humidité va entrer en ligne de compte dans ci, ça, puis ah, d'accord. » Fait qu'on avait carrément relancé les efforts d'R&D, puis ils ont réglé leurs problèmes. Ça nous a pris 40 heures. Ce qu'eux n'avaient pas été capables de faire en 5 ans, on l'a fait en une semaine. Ouais, mais c'est de l'expertise finalement. C'est ça. Ben, avec du machine learning, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais l'expertise aussi, puis du machine learning. C'est ça. Mais je sais plus c'est qui que j'avais vu ça, qui disait, tu sais, quand tu fais affaire à un expert, ce que tu payes, c'est pas le 40 heures, c'est le 10 ans de travail avant. Ça se prend 40 heures au lieu de 5 ans, tu sais. Effectivement. Puis c'est beaucoup ça finalement qui peut être mis de l'avant. C'est de travailler longtemps, de spécialiser, de comprendre l'environnement. Puis ben, c'est ça qui se passe en 40 heures, mais c'est exactement. Beaucoup de travail derrière pour arriver. Exactement. On amène cette expertise-là. Exactement. Plutôt que toi, comme industriel, sois obligé d'embaucher un analyste de données qui va le faire une fois ou deux par année, ben, tu peux faire affaire avec une compagnie, tu peux impartir cette portion-là, la déléguer pour être beaucoup plus efficace, first, puis ne pas avoir à soutenir un salaire tout le long de l'année pour ça. On vient aider c'est sûr que des gens comme IBM, qui sont plus gros, ont les moyens d'avoir une équipe qui ont beaucoup de données pour soutenir ça à tous les jours. Qui puissent travailler tous les jours là-dessus. C'est ça. Tandis que peut-être que le petit industriel, il est comme je suis pas sûr que ça vaut la peine. C'est pas. Non, c'est très normal. C'est ça. Puis l'industriel doit se focusser sur ça dans quoi il est bon. Sa mission à lui, c'est de fabriquer un produit. Puis d'être le meilleur possible à fabriquer son produit. Le reste, disons, même souvent on voit ça comme tendance au niveau TI, souvent c'est le genre de choses qui est imparti carrément. Tu sais, de soutenir une infrastructure informatique, il y a plein de très bonnes compagnies qui font ça en impartition, puis c'est une tendance qui est en croissance, mais l'analyse de données, c'est un peu la même chose. Oui, c'est un service comme un autre. C'est ça. Puis, au niveau de la maîtrise, comment ça a été de faire une maîtrise à temps partiel? Est-ce que tu as trouvé que c'était plus difficile de rester comme in touch avec les cours? Parce que tu faisais quoi, un cours par session? Ouais, c'est ça. C'est des cours de soir. Fait que le tempo est plus lent, fait que c'est difficile de rester dans un mode école?
C'est quoi difficile? Non, c'était pas difficile. Okay. C'est exigeant en temps. C'est une maîtrise en gestion d'ingénierie. C'est pas une maîtrise de cours. Dans le fond, c'est pas une maîtrise technique. C'est des cours en gestion, des cours en finance, ces choses-là. Oui, il faut mettre un peu d'effort quand même, mais c'est des cours de soir. C'est juste exigeant en temps parce que tu finis de travailler à 5 heures, il faut que tu aies ton cours. À 7h30, tu finis ton cours à 9h30 le soir, tu reviens chez vous, il est 11h30, là tu te couches, tu retravailles le lendemain. Ouais, c'est ça. Mais c'est un commitment, là, finalement. Ouais. Puis, y a-tu des moments où est-ce que tu as reconsidéré ton choix? Tu trouves ça difficile à long terme? Okay. Non. Ça a juste été long, parce que ça va m'avoir pris 7 ans à faire ma maîtrise. C'est sûr qu'avec, tu peux pas. C'est difficile de faire 2 cours en même temps. Tu sais. Il y en a qui le font. Mais même moi, je trouve à temps plein, en avoir fait 3, j'ai trouvé ça difficile. Ouais. Fait que 2 de soir, là, faut. c'est parce que les cours en maîtrise, souvent, je trouve qu'ils demandent beaucoup d'engagement de la part d'étudiants par rapport au bac. Mettons, moi, j'ai eu l'expérience tout de suite après, puis je trouvais que c'était beaucoup plus engageant, puis que tu as le goût d'apprendre parce que on dirait que plus c'est un choix encore que le bac. C'est que là, tu veux vraiment te spécialiser dans quelque chose, fait que tu veux pas manquer les affaires. Là, fait que tu veux tout le temps faire toutes les affaires, les lectures recommandées, puis tout. Puis finalement, t'es comme, ouais, mais c'est 60 heures de travail par semaine, hein, à 3 cours. c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis, est-ce que tu considères que cette formation-là t'a vraiment aidé dans les tâches que tu accomplis présentement, ou tu pourrais te dire que j'aurais pu l'apprendre de ça? Je pense que ça fait de moi un meilleur entrepreneur. OK. De façon générale. D'avoir des cours en gestion de projet, par exemple, ou en gestion du changement. Parce que c'est un peu ça qu'on amène aussi, nous autres, dans les entreprises. Mm-hmm. C'est nouveau, le machine learning appliqué dans l'industriel. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Là. Donc, ça fait peur, d'une certaine façon. C'est où les gens sont dubitatifs, si on peut dire ça comme ça. Okay. Puis comment tu apportes ça? Ben, ça, c'est des cours qui ont été utiles pour ça, effectivement. OK. Puis est-ce que c'est plus maintenant, c'est plus les clients qui t'approchent ou toi qui approches les clients encore? Ou les industriels sont-ils rendus à l'étape qui disent mais là, je veux faire le 4.0 là? Il y en a. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Depuis quelques années, il y a un buzz qui tourne autour de l'industrie 4.0. C'est important de se rendre compte qu'il faut vraiment innover dans un monde ultra mondialisé. Qui fait en sorte que ailleurs, quand c'est tout automatisé, ça coûte beaucoup moins cher à produire la même chose. Si on ne fait pas attention, ben, nos industriels, c'est un peu le poumon de notre économie au Québec, si on n'innove pas, ben, on va nécessairement perdre ce pouvoir économique-là ici au Québec. Fait que c'est vraiment important d'aller de l'avant avec tout ça. Puis c'est un peu ça qu'on essaye d'aller chercher. Fait que oui, pour répondre à ta question, oui, on va voir les industriels. Moi, j'organise régulièrement des conférences avec plusieurs partenaires. J'en ai une dans 3 semaines où on amène un client pour lequel on a fait un travail de forecast des ventes. Puis on invite les gens à venir entendre ce client-là, leur parler de OK, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres, l'intelligence artificielle? Puis qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour être capable de mieux prédire combien de pièces ils allaient vendre dans le mois prochain pour mieux planifier leur production en tant que tel. OK. Ouais. Vraiment intéressant. Puis, c'est où ça, cette présentation-là? Sherbrooke. OK. Est-ce que tu concentres plus dans la région de Sherbrooke ou tu commences? Moi, je suis installé à Magog. Okay. Alors, oui, c'est sûr que mon terrain de jeu, ça se trouve être beaucoup la Rive-Sud de Montréal, le centre du Québec, l'Estrie. Exceptionnellement, je suis de passage ici à Québec aujourd'hui. Mais oui, tu sais, moi, je vais quand même assez large dans la province du Québec. C'est quand même déjà un bon terrain de jeu. Oui, c'est un très bon terrain de jeu. Il y a beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là, un peu. Surtout la Rive-de-l'Œil, il me semble. Je pense qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis de Montréal. Donc, je n'ai pas besoin d'être à Montréal, moi, pour avoir les grues ou faire une usine, je vais faire à l'extérieur. Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe au centre du Québec aussi, dans le coin de Drummondville. Là. C'est une ville bouillonnante qui est beaucoup d'industriels très innovants qui sont là. Très intéressant comme modèle aussi. Okay. Saint-Laurent, à Montréal, il y a beaucoup de monde là aussi. Puis on a une petite patte aussi à Ottawa, où on travaille pour l'Agence du revenu, pour les aider à prédire
le trafic sur leur site internet. Ah ouais? Ouais. Fait que les autres, ils veulent pas que ça plante le 30 avril. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que quand tu arrives pour soumettre tes impôts, nous autres, on essaie de prédire combien de gens vont se connecter d'une année à l'autre dans cette période-là. En utilisant les données antérieures. En utilisant les données historiques, exactement, les 8 dernières années, par exemple. On peut voir, c'est des time series, d'une certaine façon, pour ceux qui connaissent ça. On regarde c'est quoi les cycles, les patterns, on essaie de moduler en fonction des différents événements, comme la date de Pâques qui change de chaque année, ça peut avoir un impact. Puis un coup qu'on a prédit combien de gens vont se connecter, ben là, il faut prédire combien de CPU on a besoin pour te faire la vente. Les autres font ça toute locale ou c'est en remote? Finalement du cloud computing? Ou ils vont non, le gouvernement n'est pas très cloud. Ouais, mais je comprends aussi quand même Revenu Québec, il y a quand même une confidentialité des données aussi qui est présente. Oui, il y a un débat là-dessus. Je ne veux pas nécessairement me rentrer dans ce débat-là. Mais pour ce qui est de l'Agence du revenu, ils ont des serveurs dédiés. OK, puis là, ils peuvent juste dire, on est à 6 mois à l'avance, on va installer un peu plus de CPU, puis on va être prêt. C'est ça le but. Si on se rend compte qu'on a besoin de plus de capacité, ils vont on va augmenter la capacité. Exactement. Okay. Ouais. Puis comment vous avez réglé le problème? Parce que je sais que j'ai entendu un cas de Google justement où est-ce qu'ils essaient de prédire avec les recherches sur le rhume s'il allait avoir une épidémie de rhume. Puis ce qu'il n'y avait pas, c'est qu'il y a un changement de comportement maintenant, les utilisateurs utilisent beaucoup plus Internet. Donc il y a un changement finalement dans la façon de consommer un bien. Comment vous avez géré ce cas-là, autrement dit, je sais pas, je suis clair? Ou... Ben oui, plus ou moins, mais on va continuer. Ben, tu sais, finalement, dans le sens que les gens utilisent plus le site web parce qu'ils consomment plus le site web, mais comment vous avez anticipé ce changement de pattern-là? Ah mon Dieu, ben c'est parce que il y a pas grand... c'est sûr qu'on ne peut pas prédire l'imprévisible. Définitivement. C'est sûr. S'il y a un changement de comportement, ben on ne peut que l'observer quand ça arrive. T'sais, on peut pas. On peut essayer de le voir venir, puis on peut essayer de faire des scénarios. C'est comme par exemple, à un moment donné, ce qu'on a fait, c'est que on lançait une campagne de courriel pour dire aux gens, écoute, il y a des choses qui ont changé dans les termes et conditions d'utilisation du site web. Ben, allez voir ça sur votre compte. C'est un email que tu recevais de l'Agence du revenu. Alors qu'il faut faire des hypothèses. C'est quoi le pourcentage de clics qui va être là? Ça, il faut un peu le guesser. Il faut se fier à l'expertise interne pour ça. Puis un coup qu'on a ces guesses-là, ben on rentre ça dans les modèles, puis on essaie de voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Rendu là, ça devient, c'est la portion artistique de cette science-là, si je peux dire. Je comprends ce que ça veut dire. C'est tout le temps un peu on va essayer de guesser certains éléments au meilleur de notre connaissance, ce qui n'est pas mauvais, mais ça reste un guess, c'est sûr. OK. Puis, les prochains mandats que tu te mets à entrer en place, y a-tu quelque chose que tu veux discuter? Ou tu vas vraiment juste... non, c'était pas clair la question. Là. Mais c'est quoi les prochains mandats que tu voudrais mettre en place pour l'entreprise? Moi, c'est sûr que ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est tout l'aspect formation. Je te disais tantôt, nous autres, on veut offrir un service pour que les gens développent leur propre autonomie. Qu'ils soient capables de dire, OK, on peut aller de l'avant avec ça, on a confiance. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que moi, j'ai une entente avec ETS Formation. Je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Je donne des cours au Cégep de Granby, soit en analytique, soit en business intelligence, pour aider les gens à démystifier ça. Pas nécessairement en faire des experts, mais au moins qu'ils connaissent le vocabulaire. Mm-hmm. Si je te dis une régression logistique, tu vas savoir de quoi je parle. Ça aide des petites lumières. OK, d'accord. D'accord, OK. Sans dire je comprends la mathématique derrière. Ouais. Il faut que les gens réalisent que c'est quand ils font face à une certaine problématique, qu'ils puissent faire le lien avec voici, ça c'est une des façons dont je pourrais me servir pour résoudre mon problème. OK. Et non d'en faire comme tu dis des experts qui vont faire ça de temps plein. Y en a-tu, mettons, dans tes formations qui ont décidé de réentrer, puis ou à ta connaissance, là, qui ont décidé de réentrer et de dire c'est ça que je veux faire vraiment, ou c'est tout le temps des gens qui veulent continuer à faire ce qu'ils veulent faire, puis juste appliquer ça un peu plus? Tu veux dire qu'ils me rappellent pour... Ouais, dire j'ai vraiment le goût de faire ce que tu me dis, ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Absolument. Non, c'est sûr, parce que les gens se sentent interprétés quand on est capable de bien communiquer cette passion-là, cette chose-là, et les gens commencent à faire des liens. Ils disent, oui, OK, donne-moi ta carte, j'aimerais ça, pouvoir continuer là-dedans. Puis oui, ça ouvre la porte des fois à des super de beaux projets.
Très cool. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait faire un peu comme qu'est-ce que tu as fait finalement en étant ingénieur, quelque chose comme ça? Quel cours, des cours que tu verrais? Ou... Aujourd'hui, en 2019, pour se partir en machine learning, je pense qu'un point de départ, l'ingénierie at large, moi je pense que c'est très bien parce que ça t'enseigne un peu le côté concret de la science. Ouais. C'est l'ingénieur, il y a des mauvais angles qui disent que l'ingénieur c'est celui qui était juste pas assez bon pour aller en science, il s'est rentré en ingénierie. Mais face à part, ce qu'on enseigne dans les écoles d'ingénieurs, c'est souvent de rester terre à terre puis de rester connecté avec ce qui se passe dans tes expériences et tout ça. Puis je pense qu'on a vraiment besoin de tout ça en machine learning. C'est beau de jouer avec des chiffres, puis d'amener les conclusions mathématiques, mais il faut toujours que ça soit rattaché avec ce qui se passe sur le terrain. Parce que tu pourrais trouver, par exemple, une chose qui arrive souvent, c'est qu'on fait de l'analyse de données, puis si on ne discute pas avec notre client, on trouve des choses qui sont carrément évidentes. Pour eux autres, mettons. Ah oui, c'est sûr que ça fait ça de même. Ben oui, là, tu m'apprends rien, là. Ben ok, mais ça, à ce niveau-là, tu sais, il faut pas lâcher la communication avec le client pour être capable d'amener de la valeur avec ce client-là. Moi, ça m'arrive souvent, tu sais, hey, regarde, j'ai trouvé ça, ça fait du sens. Puis il va me dire, oui, ça fait du sens parce que X, Y, Z, ah, parfait, fait qu'on va continuer dans cette direction-là. Fait qu'il faut être très, très, très... Fait que les écoles d'ingénierie, ingénierie informatique, c'est super intéressant parce que ça t'apprend à coder, puis on en a parlé un petit peu tantôt au niveau langage de programmation, Python, c'est un head start, c'est sûr. Sinon, tu sais, les bacs en informatique, bacs en mathématiques, c'est des belles branches aussi. Tu penses que c'est vraiment primordial pour quelqu'un de programmer pour faire du machine learning? Ou... De plus en plus. De plus en plus parce que les données sont jamais propres. Fait qu'il faut tout le temps se taper un peu un nettoyage de données. Il y a de plus en plus d'outils qui te permettent de le faire plus facilement, mais ça peut facilement gober 70%, 80% de ton temps. Juste de travailler la donnée. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. T'as vécu ça? C'est ça, c'est 4 jours pour nettoyer des données, une journée pour faire des modèles. Après ça, tu recommences la semaine suivante, c'est continuellement ça. Fait que tout ce que tu peux avoir qui va t'aider à mieux nettoyer ton data dans tes compétences, puis la programmation en est un, parce que là, si tu fais des scripts en Python pour nettoyer ton data, tu as ton canif suisse là, d'outils pour le faire. Qui peut se réutiliser souvent dans d'autres contextes, ou du moins essayer de généraliser. Puis, tu sais, d'avoir un petit penchant hacker, là, tu sais, data hacker. OK, là, j'ai ma colonne est formatée comme ça, comment je peux la formater autrement? Ah, j'ai un petit truc, je vais faire ça de même. Il faut être imaginatif un petit peu aussi. Surtout avec l'analytique, c'est d'essayer de créer des features souvent. Il faut que tu maîtrises bien ton dataset pour essayer de jouer avec, faire des choses intéressantes, là, comme un alchimiste. Mais, un petit peu de ça. Mais si je peux recommander une chose, il n'y a rien comme faire des stages. T'sais, mettons pour un étudiant, là, quand vous cherchez vos stages, regardez ceux qui font du machine learning. Il y en a beaucoup de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Moi-même, j'en embauche à chaque session des stagiaires. OK, cool. Puis c'est des occasions de tester des choses de la vraie vie. De faire du machine learning, pas juste dans des cas aseptisés, mais dans des vrais. De se mettre vraiment les deux mains dans la boîte, là, comme on dit. Puis voir où est-ce que ça peut briser, que avec ton petit toy dataset, t'es comme ça va bien dans le pipeline. Non seulement ça, mais ça peut vous permettre de savoir si c'est vraiment fait pour vous. Parce que des fois, les gens ne réalisent pas que ça vient avec ce boulot-là de nettoyer du data, puis ça peut écœurer certaines personnes. Fait que faut être à l'aise avec ça. Puis si c'est le cas, ben tant mieux. Le stage va vous permettre de savoir si oui, vous voulez vraiment faire ça ou autre chose. Puis fait que tu prends à peu près quoi, 2, 3 stagiaires par année ou? Présentement, j'en prends un par session à peu près, fait que oui, 2 par année, exactement. OK. Oui, c'est ça. Parce que avez-vous un bureau ou il te suit avec toi? J'ai un bureau, oui. On a une place d'affaires à Magog où on travaille chez nous. Ce qui est vraiment le fun dans notre bureau à Magog, c'est qu'on fait du coworking. On est avec d'autres entrepreneurs dans la même bâtisse.
Ce qui permet aux étudiants de côtoyer d'autres entreprises aussi. Fait que pas juste la nôtre, là, mais on a des gens en développement logiciel, on a des gens en ingénierie électrique aussi, il y a du monde en ingénierie de processus, plein d'entreprises dans différents. Puis on se côtoie, on a du fun ensemble, on a des 5 à 7 ensemble, il y a des clubs de course le midi, fait que c'est vraiment un environnement agréable. Ouais, les coworking space, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que c'est un beau concept de dire, finalement, on est différentes professions, puis on travaille ensemble, on a du fun ensemble, on fait nos petites affaires de chaque côté. C'est ça. Je trouve que ça permet de résoudre les coûts aussi, finalement, d'acheter une grosse bâtisse puis des villes. Mais en plus de ça, nous autres, moi j'ai des partenaires là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait des projets à plusieurs entreprises. Ah, ok, genre on se prend 2-3 puis on règle le problème complet. Si, mettons, moi j'ai l'expertise en machine learning, mais j'ai pas l'expertise en développement web. Il y a quelqu'un J'ai quelqu'un qui pourrait faire ça. Très cool, ça. Fait que ça nous permet aussi de se concentrer sur ça pour qu'on est bon. Et non d'arriver de dire, je vais faire un site web, mais t'es quand même jamais fait. De cette façon-là, quand on approche des clients, mettons, on arrive une gang, on arrive 2 ou 3 entreprises, on se présente un client, au lieu d'être une seule entreprise qui essaie d'être bonne dans tout, ben on est chacun les experts pointus dans nos domaines, on est très chirurgical dans ce qu'on est capable de faire. Puis comme on est dans la même bâtisse, ben c'est un peu comme si on était une grosse entreprise. Une grosse boîte, finalement. Ils collaborer ensemble, puis c'est plus intéressant. Très, très bien. Puis, dernière petite question, y a-tu un livre, une personne que tu recommanderais de suivre, ou quelque chose, une vidéo que tu as vraiment aimé, que tu as vu dernièrement? Ah mon Dieu! Ça peut être un livre, ça peut même être un roman si tu aimes beaucoup lire. C'est tout ce que tu veux, ou quelque chose qui a dit, ben moi ça a été un game changer finalement dans quelque chose que j'ai vraiment aimé. Un livre que j'ai beaucoup aimé lire, c'était le livre de Nate Silver. Okay. J'essaie de me rappeler du nom, c'est... un peu, je vais la retrouver rapidement, tu vas voir. Bouge pas, on va utiliser la technologie. Nate Silver, mais je connais pas ce nom-là. Nate Silver, c'est le gars qui un statisticien américain très populaire qui fait des prédictions au niveau politique. Okay. Donc, essaie de voir qui va gagner les élections, des choses comme ça. Il fait des prédictions aussi sur le sport. OK. Ça. Je l'ai ici. The Signal and the Noise. OK. Why so many predictions fails, but some don't. OK. C'est le cover du livre ressemble à ça. C'est du blanc, du jaune et jaune et noir. Très 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 bon livre. Okay. Il explique plein de... Ça commence à dater, là, ça fait déjà 5 ans qu'il est sorti, mais il explique comment l'analytique peut s'appliquer dans différentes sphères, puis dans quelle sphère c'est facile, puis dans quelle sphère ça l'est pas, puis pourquoi. Par exemple, au niveau de la météo, on est de plus en plus bon à prédire la météo. Parce qu'on a de plus en plus de sensors partout. Parce que la météo, on connaît tous les phénomènes. Mathématiquement, on sait comment une tornade se forme, on sait comment un ouragan se forme, il n'y a pas de secret là-dedans. Ce qui fait qu'on n'est pas capable de prédire la météo, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de data. Puis que c'est des systèmes chaotiques qui fait qu'un petit changement de température à quelque part qu'on n'aura pas pu capter va avoir un impact boule de neige sur l'ensemble de la météo. Puis à un moment donné, tout ça s'additionne, puis après une couple de jours, c'est à peu près 50-50. Mais la météo, ça s'est beaucoup amélioré, mais prédire, mettons, des tremblements de terre, c'est encore extrêmement difficile. On pensait à un moment donné avoir trouvé quelque chose, puis c'est ça qu'il explique dans son livre, mais c'est juste une question que c'est tellement rare, les tremblements de terre, que c'est juste c'est normal. C'est des catastrophes finalement, fait que c'était comme 3 données au bout de 10 ans, t'es comme, tu peux peut-être prédire, hein? Ouais. Fait que c'est un livre qui date un peu d'avant le buzz de l'intelligence artificielle, qui est intéressant à lire, même en 2019 aujourd'hui, pour un peu se sortir de ce mode-là, un peu de hype autour de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut se le dire, là, il y a énormément d'air chaud là-dedans en ce moment. Beaucoup de gens pensent qu'on va révolutionner la planète avec les AI et tout ça, mais en réalité, c'est un outil qui peut être très utile,
mais qui va pas faire... on faisait la blague, ça va pas dominer le monde nécessairement demain matin. C'est pas On est loin de dire que on fait des choses vraiment impressionnantes, là, mais on fait pas tout encore. Non, exactement. Tu sais, puis il y a beaucoup de gens aussi qui regardent des compagnies. Tu sais, mettons comme IBM, ça fait longtemps qu'ils font ça. Puis là, ils sont comme, ah, mais je veux faire ça. Tu vois, mais ça fait 8 ans qu'ils développent son département. Tu n'auras pas ça demain, là. Non. Fait avant que tu sois rendu à faire des choses de même, ça va prendre peut-être un 3, 4, 5 ans de développement. C'est bien excitant, mettons, Google Translate ou tout ça. Puis t'es comme, ouais, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'ils font ça. Puis ils ont une quantité phénoménale de données. C'est pas des ressources que tout le monde a accès. Puis c'est très, 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 très pointu. Puis, oui, non, je suis tout à fait d'accord. Il y a un gros hype, puis les gens pensent que c'est un gain, la vie va changer. Ouais. Depuis tout, là. Ce qui aide pas, c'est c'est parce que dans le fond, les perceptions sont le reflet de la culture, puis la culture est le reflet de la perception. Quand tu regardes ce qui se passe dans le cinéma, par exemple, tous les films qui touchent de près ou de loin à des robots, à de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs points de vue. Mais très souvent, on met en scène de l'intelligence artificielle comme un être pensant, qui a des émotions, tout ça. Alors que quand on se penche un peu plus sérieusement sur cette question-là, de la manière dont c'est défini aujourd'hui, c'est simplement un paquet de fonctions mathématiques imbriquées les unes dans les autres. Il y en a des millions, mais ça reste des fonctions mathématiques. On peut se questionner, est-ce que la conscience humaine est juste un paquet de fonctions mathématiques? Peut-être. On n'est peut-être pas rendu là, mais on est loin d'une machine pensante. On est loin d'une machine autonome qui est capable de faire ses propres raisonnements. Ouais, je pense qu'il y avait ça la singularité, il me semble. Ben, la singularité, c'est quand que les machines vont surpasser les capacités de l'homme. Ou qui vont enquêter ou comment ça s'est passé, mais on est loin de ça. Parce qu'il faut comprendre ça. Les humains ont une capacité de raisonnement, une capacité de penser, puis une capacité de comprendre des choses qu'ils n'ont jamais vues. De raisonner sur des choses qu'ils n'ont jamais. C'est le gros problème qu'il y a présentement avec ces modèles-là. C'est parce que c'est pas notre problème, c'est une limitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont on entraîne les modèles, c'est qu'on les entraîne en leur fidant des millions et des millions d'exemples. Donc, oui, ça fonctionne super bien à faire une tâche en particulier. À faire de la traduction, des textes traduits, tu en as en masse dans le marché, tu es capable de travailler avec ça. Reconnaître des photos de chats, ben, ça donne que tu as beaucoup de photos de chats sur l'Internet. Fait que ça va bien dans ce temps-là. Mais si, par exemple, tu es dans un milieu industriel et tu veux reconnaître un certain type de défaut que tu as chez vous, ben, l'Internet ne peut pas de ces images-là. Il n'y a pas plein de photos de ça, de taguer avec des belles exemples, tout en la même grosseur. Là. Ceci étant dit, il y a des beaux projets pareils qui se font. J'ai vu des exemples où est-ce qu'il y a des gens qui faisaient de la reconnaissance du contrôle qualité de croissant, par exemple. On prend des images, on a tagué ces images-là, est-ce que le croissant il est beau? Donc la beauté d'un croissant, c'est quand même subjectif. Tu ne peux pas mesurer ça avec un gabarit, comme tu le ferais avec d'autres choses. Fait que tu avais des humains qui taguaient, bon, ben, ça c'est un beau croissant, ça c'est un pas beau, etc. Une fois que tu as ces dizaines de milliers, millions d'images-là, tu peux entraîner une machine à faire la différence. Et là, la machine va être aussi bonne que l'être humain pour faire la différence. Ouais, c'est pas ça là aussi le problème qu'il avait mis des photos de chiens qui ressemblaient à des croissants. Puis il avait réussi à. Ah ouais, tu peux essayer de tromper. Ouais, c'est ça. Même un humain, tu regardes la photo, t'es comme, je peux pas dire que c'est un croissant, tu sais, ça ressemble à du chocolat, tu sais, je suis pas certain de le dire. C'est souvent un problème qu'on a, tu te dis, ah, mais la machine n'est pas capable de le faire, mais même l'humain n'est pas capable de le faire. C'est sûr. Mais là, ça revient à, c'est quoi ton objectif? Mettons, premièrement, les chances qu'il y ait un chien qui se ramasse sur ton convoyeur sont pas tellement élevées. Fait que ça, c'est un risque qui est peut-être faible. Deuxièmement, est-ce que tu veux vraiment que ce soit meilleur que les humains? Peut-être pas. Peut-être que ton but à toi, c'est juste que tu veux remplacer les... Tu es en industrie 4.0, tu veux remplacer les 3D. Les Danger, Doll, puis... le troisième que je me souviens plus. Répétitif, dans le fond. Là. Dans le fond, ce qui est dull, ce qui est répétitif, ce qui est dangereux, tu veux prendre ces humains-là et les assigner à des tâches qui vont être intéressantes, qui ne vont pas être juste en train de trier les croissants. Fait que si tu peux automatiser ça, tu viens de gagner quelque chose. Même si la machine est
à peine meilleur que l'humain. Ouais, tu viens juste d'enlever finalement c'est ça, la c'est chaîne ça. de production. Ouais. C'est ça. J'avais vu aussi un agriculteur japonais, chez eux, c'est une petite production de concombres, puis il s'était installé TensorFlow, puis il était capable de détecter, parce qu'au Japon, je ne sais pas si tu sais, mais ils sont très à cheval sur la forme de leurs fruits et légumes. Oui, monsieur. Fait que si t'as un cocombe, mettons, qui est poussé en C, genre, ben là, tu veux pas les mélanger avec les cocombes droites. Là. Tu veux pas les mélanger avec les petits cocombes, les moyens cocombes, tu sais. Fait que lui, était capable de trier. Avant, c'est sa belle-mère qui triait les cocombes dans les boîtes. Mais il s'est fait un genre de convoyeur avec une caméra qui détectait les formes de cocombes avec TensorFlow. Pourquoi pas? Ouais. Si tu avais le goût d'une boîte de cocombes en C, ben, ce producteur est capable de le faire. La cascade de ça. Automatiquement. Mais c'est ça qui est le fun avec l'industrialisation 4.0, je pense, c'est qu'il y a des emplois qui peut-être, comme tu dis, sont dol ou des choses comme ça, qu'on est capable d'enlever puis de reproduire la même chose avec finalement du numérique. Là. Puis ça donne accès aux entreprises à peut-être allouer ces ressources-là pour d'autres choses plus intéressantes, du R&D, améliorer leurs produits ou d'autres choses. Là, parce que ce qu'on remarque souvent, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que l'industrie 4.0 va mettre du monde à la porte? Est-ce que ça va créer du chômage? Et la réponse, à date, c'est non. Parce que les entreprises qui sont capables d'être plus performantes vont croître, vont grossir. Puis qui dit une entreprise qui grossit, dit une entreprise qui embauche. Ouais. Fait que c'est plus un enjeu de transformation. Le staff que tu as, qui faisait un job d'ol, comment tu l'aides à transitionner vers quelque chose d'autre? D'autres types de tâches que tu as besoin dans ton entreprise. Exact. Comment tu l'accompagnes dans cette transition-là? On parlait de gestion de changement, c'est ça. C'est beaucoup une question d'humain, l'industrie 4.0. Oui, tu as les technologies, là, mais l'humain est au cœur de ça. L'humain est au cœur de ça. Ouais, beaucoup plus que, mettons, que les autres révolutions industrielles, que c'était vraiment juste, on enlevait l'effort physique, puis il y avait moins, je pense, les concepts autour, souvent au centre de l'humain. Oui, puis non, mais regarde, je t'amène mettons, si on parle de la première révolution industrielle, ce qu'on apprend dans les livres à l'école, la révolution industrielle de la fin du 18e siècle, où est-ce que, il faut se replacer dans le contexte. Là. 95% de la population était autosuffisante. 95% de la population vivait sur des fermes. Le 9 à 5, là, ça n'existait pas. Essaye de te remettre dans un contexte où le travail de bureau, le travail de 9 à 5, ça existe juste pas. On a inventé le 9 à 5 dans la révolution industrielle. Fait que ça a complètement changé les paradigmes, ça a changé nos façons de travailler, ça a changé nos façons de faire. C'est fondamental. C'est une révolution pas juste au niveau des méthodes, mais c'est au niveau de la société carrément. Tu as vraiment raison, c'est vrai. Quand tu y penses. Puis même quand tu regardes les autres révolutions, la deuxième révolution industrielle, quand on a regardé la chaîne de montage, ben, au lieu d'avoir du travail artisanal, on était capable d'automatiser beaucoup de choses. Ça a changé les façons de faire, ça a changé les méthodologies puis les façons de fonctionner dans l'industrie. Même chose quand les ordinateurs sont arrivés. On était habitué de fonctionner d'une certaine manière, là il faut fonctionner d'une autre façon. Et la quatrième qu'on est en train de vivre risque d'amener beaucoup de changements aussi, de changer les façons de faire. C'est pour ça que, tu sais, quand tu amènes la machine learning, l'intelligence artificielle, dans une industrie, ça change les façons de penser, ça change les façons de réfléchir à des problèmes. Puis, tranquillement, pas vite, on s'en vient vers là, avec toutes les technologies qu'on a sous la main. Puis, il faut dire, dans les 3 premières révolutions, souvent, c'est un élément, là, on a mis le doigt dessus. Là, mettons, la première, c'était le charbon, la machine à vapeur. La deuxième, c'était la chaîne de montage. Puis la troisième, les ordinateurs. Une affaire. Sauf que là, Industrie 4.0, souvent, on parle d'un buffet technologique. Tu as des robots collaboratifs, tu as de l'impression en 3D. By the way, ça existe depuis 15 ans, l'impression 3D, mais bon. Tu as de l'analytique, tu as l'intelligence artificielle, le big data, l'IoT, les sensors qui coûtent de moins en moins, qui sont rendus partout, qui coûtent 3 fois rien. Ben, c'est un buffet technologique qui va probablement, dans son ensemble, changer les façons de faire. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je connaissais beaucoup l'industrialisation 4.0, puis tu me présentes,
Je trouve ça intéressant. Voilà. On a pas mal fait le tour. On a dépassé un petit peu notre temps. C'est correct. Fait que, merci beaucoup d'être venu. Merci. C'est vraiment fascinant pour vrai. Puis je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu fais. C'est vraiment le fun de pouvoir aider les entreprises puis de les aider à arriver. En fait, de pouvoir mieux maximiser qu'est-ce qu'ils vont faire puis d'aller spécialiser dans qu'est-ce qu'ils veulent. Super. Mais je te remercie de l'invitation puis au plaisir.